Bonjour à tous. On va passer un moment difficile ensemble. Vous sortez de table. Il fait 16 degrés. Il fait 14 sur l'estrade. Mais on s'est engagé à laisser à Loïc, qui fait la communication d'après, un auditoire réveillé et enthousiaste. Donc on compte sur votre investissement. D'autant que c'est une communication plutôt légère, on va dire, à côté des communications hautement scientifiques et intelligentes de nos collègues, puisque, en gros, on vous propose de vous expliquer ce qui se passe pour les objets durant cette phase un peu mouvementée de chantier, depuis la fermeture du musée Rollin jusqu'à l'ouverture du Panoptique, et de vous expliquer en fait ce qui se passe en coulisses. Voilà, donc je vais en vraiment quelques mots rappeler un peu le projet, puisque de toute façon, vous l'avez déjà vu avec Jessie ce matin. Voilà, le projet de ce musée. On a un petit pointeur ou pas? C'est ce truc-là. Ah, c'est ça, voilà. Donc, et maintenant, il faut que ça marche. Si, ça marche, voilà. Donc, le musée Rollin, et donc le projet d'extension de ce musée vise donc à créer un nouveau musée qui continue dans le musée Rollin, mais qui englobe en plus la prison circulaire, le palais de justice qui se trouve derrière, et la halle d'Alencourt encore derrière. Donc c'est un vaste projet architectural dont l'élément majeur qui fait que cet ensemble relativement hétéroclite de bâtiments va devenir un musée, c'est que l'équipe d'architecture, l'atelier Novembre, propose de relier tous ces bâtiments par un vaste sous-sol, un niveau souterrain, qui nous vaut ces belles découvertes archéologiques qu'on a vues tout à l'heure. On a amorcé un peu la présentation tout à l'heure, puisque le gros des fouilles, ça sera l'année prochaine. Voilà à quoi va ressembler ce sous-sol, c'est l'image du bas. Hein, voilà. Vous imaginez un niveau souterrain qui se met quasiment au niveau de la place d'Alencourt, un peu plus basse que la place d'Alencourt, et qui tourne tout autour de la prison, et qui va rejoindre l'hôtel Rollin par ses niveaux les plus bas par ici. Voilà. Tout ça simplement pour vous dire que c'est évidemment un très gros chantier, architectural notamment, avec une très grosse excavation. Et bien évidemment, on ne peut pas imaginer un chantier pareil en conservant les collections dans les murs du musée Rollin. Le projet terminé, voilà à grands traits comment le futur musée va s'organiser. Vous aurez l'accueil dans l'ancien bâtiment de pavillon des gardiens de la prison. On visitera la prison, le sommet de la prison avec ce panorama qu'on voit, qu'on a vu dans les images précédentes. Hein, donc on a un niveau supplémentaire. Il n'est pas très réactif le machin. Hein. Voilà, niveau supplémentaire qui est ajouté ici. Et le parcours permanent commence dans le chemin de ronde qui est recouvert d'une verrière. Et puis là, on prend un escalier, on descend dans ce niveau souterrain, on tourne autour de la prison. Donc là, vous aurez les collections antiques, médiévales. Et puis, on s'engage par ici dans le musée Rollin et on remonte jusqu'au 2e étage et on va arriver jusqu'aux collections du XXe siècle. Ce projet, il a l'immense avantage de nous fournir un parcours de visite continu depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, ce qui était quand même une gageure vu la complexité du site. Le palais de justice va être notamment réservé aux expositions temporaires, avec aussi toutes les fonctions de régie, etc. La halle d'Alencourt, je ne devrais même pas arrêter d'appuyer dessus, voilà. La halle d'Alencourt ici va accueillir notamment les ateliers de médiation. Et vous notez sur cette image qu'il n'y a pas de réserve. Tout simplement parce que le choix a été fait d'externaliser les réserves du musée. Donc actuellement, ou plutôt jusqu'à il y a peu de temps, le musée dispose de nombreuses réserves, de lieux de réserve, pas aux normes de conservation, relativement entassés, soit dans l'espace de l'hôtel Rollin, soit ailleurs. Et la ville a décidé d'avoir un projet vraiment de réserve externalisée, non seulement le temps du chantier, mais des réserves pérennes, c'est-à-dire qu'elles resteront nos réserves même après l'ouverture du Panoptique. Voilà. Et comment tout ça s'organise? Donc là, on va rentrer sur vraiment l'aspect organisationnel. Et c'est toi, en fait, qui le dis. Hein? Non, c'est moi? Ok, c'est moi. Bon, voilà, donc ces futures réserves, en fait, il s'agit de la réhabilitation d'un ancien bâtiment industriel, les anciennes tanneries, où se trouvait avant aussi le CFA. Très vaste bâtiment, il y a à peu près 1000 mètres carrés au sol, or nos besoins sont d'environ 1500 mètres carrés de superficie.
C'est un bâtiment de 1000 m² au sol, mais sur 3 niveaux. Donc en fait, il est largement assez grand pour accueillir les réserves du musée. Et le projet, le chantier ne concerne même que la moitié du bâtiment qui a été aménagé pour créer donc ces futures réserves. Bon, voilà un tout petit échantillonnage des transformations de ce lieu. Avant, c'était déjà un lieu de stockage archéologique, mais on va dire un peu brut. Et aujourd'hui, eh bien voilà, il est proprement aménagé et avec l'équipement. Pour vous expliquer un petit peu la manière dont les choses se coordonnent, vous avez sur la partie gauche de la diapositive le calendrier général du projet, le projet du panoptique. Donc en 2020, on a eu le concours. En ce moment, nous sommes dans les phases d'études. 21-24, ce sont les phases d'études, que ce soit l'archéologie, les études scénographiques, la géostructure, enfin toutes les phases d'études préliminaires. On va rentrer dans le vrai chantier en 2025, ça va durer à peu près 2 ans et demi, normalement, sauf aléa. Donc ça nous emmène en 2027, donc ça va vraiment être cette période 25, 26, 27 qui va être le chantier le plus visible, le plus important, pour une ouverture publique, normalement en 2028. Et donc en parallèle de ce calendrier du projet du panoptique, eh bien, il fallait s'organiser pour sortir les collections, les traiter et prévoir leur réinstallation. Donc en fait, en 2022, on a fermé le musée Rollin, ce qui nous a permis, en un an, là, puisque ça fait un an, de traiter l'intégralité des collections qui se trouvaient dans le musée Rollin, soit dans les espaces de réserve, soit dans les salles, pour envisager maintenant le transfert de ces collections, qui va commencer sous peu. Ces collections vont être redéployées dans les réserves, et puis après, elles reviendront pour partie, parce qu'on a beaucoup de collections, on ne met évidemment pas tout en salle, mais elles reviendront in fine dans le futur musée. Voilà, ça c'était dans les grandes lignes, et maintenant Claudine va vous raconter dans le détail comment ça se passe. Alors, bonjour à tous. Donc, le chantier des collections, où l'objet archéologique est mon ami, eh bien, commence par la sélection des objets. C'est un tableur Excel constitué et validé par un comité scientifique comprenant plus de 1500 objets parmi plus d'une 20 000 objets beaux-arts ou archéologiques dans nos collections. En 2022, donc, le gros du travail a été de regrouper les objets pour réaliser ce chantier des collections. Il s'agit de sortir des vieux cartons et des vitrines les éléments du fonds ancien. Donc, à gauche, vous pouvez voir Marion qui escalade des palettes de curveurs pour retrouver des objets sélectionnés. Bon, après, plus simple, à droite, il suffit de vider la vitrine. Et puis, il y a aussi les éléments des bacs des fouilles plus récentes avec l'aide et les connaissances de nos collègues du SAVA, que je salue. Merci à eux. Donc, ces objets deviennent panoptiques avec un étiquetage spécifique. Donc, on a créé un code, une étiquette rouge fluo pour les objets panoptiques et une étiquette blanche pour les autres. Qui resteront en réserve. Qui resteront en réserve. Donc ça, c'est hyper important puisque du coup, après, de cette sélection, on va changer on fait vraiment une distinction physique entre par curveur, par emballage plutôt, et puis aussi de localisation plus tard. Ensuite, le récollement et les constats. Donc, le constat d'état, donc c'est la vérification de la bonne ou de la mauvaise santé de l'objet, de sa solidité ou de ses fragilités. Et il va permettre de savoir comment le manipuler, le conditionner, le restaurer ou pas, et le socler ou pas. Donc en fait, on peut dire que c'est une étape primordiale, cruciale pour tout le reste du chantier jusqu'à l'installation. On reprend également des dimensions et des clichés, on n'oublie pas, parce que en fait un objet ça bouge aussi, et un objet, une fibule peut ressembler à une autre fibule, donc c'est hyper important. Et on fait les corrections sur la base de données et sur le tableau de programmation du panoptique, en essayant de ne pas oublier différents dossiers. Et enfin, on dépoussière. On a eu la chance de pouvoir faire des formations
donc formation et restauration. Donc d'abord les formations. Alors notamment, on a refait pour tout le personnel du musée une formation constat d'état, manipulation et emballage. Donc explication, les différentes façons de manipuler un objet selon son matériel et selon son format. Et puis pour les emballages, c'est pareil. En fait, si c'est un 2D ou si c'est un 3D, on ne va pas l'emballer de la même manière. Et selon son matériel, c'est pareil, on ne va pas mettre l'objet dans le même emballage. Nous avons fait également une formation collage avec Delphine Gillot, restauratrice à Autun, que je ne sais pas si elle est encore dans la salle, elle était là ce matin. Donc, du coup, et elle cherche un plus grand emplacement. Donc, en fait, c'est juste cette formation collage. Donc là, vous voyez même à droite une conservatrice hyper contente de son collage. Et ça fait plaisir à voir. C'est pas souvent des travaux pratiques. Donc, non, après, c'était super intéressant parce qu'en fait... en musée, souvent on s'arrête et on sacralise un peu trop l'objet. On oublie que, en fait, on peut recoller des choses, on peut essayer de faire des choses sans appeler forcément un restaurateur, bien que chacun a ses compétences et son expertise. Et du coup, là, de pouvoir coller, en fait, ça nous a remis un peu sur les rails qu'il faut arrêter de coller avec de la colle à bois. Donc voilà. Nous on le fait pas, mais certains le font. Donc voilà, c'était super intéressant. Et donc après, quand les objets sont vraiment en mauvais état, il faut faire appel au restaurateur. Et donc on a le musée Rolin depuis 2016 a entamé une campagne de restauration pluriannuelle. Et certaines de ces restaurations sont assez spectaculaires. Donc vous les avez peut-être déjà vus sur les réseaux sociaux parce qu'on essaye aussi de montrer ce qu'on fait. Donc là, la Vertu qui a été restaurée au laser, donc avant-après. Et puis il y a cette fibule que moi j'avais sélectionnée au Créam en me disant elle a l'air complète, mais elle est un peu moche, elle est pleine de concrétions, je ne sais pas trop ce qu'il y a dessous. Et puis finalement, quand le Créam me l'a présenté, quand je suis allée le chercher, c'était super chouette, quoi. Parce qu'en fait, elle est dorée, et ça, elle est vraiment jolie. Donc c'est vraiment les trucs spectaculaires et vraiment l'intérêt de faire ce métier, en fait. Donc voilà, tu peux passer. Peut-être oui. Oui. Alors, donc en fait, tu veux le faire? Tu veux dire? Bon, en parallèle, c'est surtout Agathe en fait qui a fait la réflexion des vitrines, donc c'est pour ça si elle veut le dire. Mais donc Agathe, avec ses conseillers chercheurs, a réfléchi sur la présentation en vitrine et donc en fait l'idée c'est quels objets selon le synopsis. Est-ce que esthétiquement ou visuellement cela fonctionne les uns à côté des autres, et puis surtout est-ce que ça rentre dans la vitrine qui est réfléchie par les scénographes. Donc, il faut mesurer et puis il faut avoir la présence d'esprit comme Agathe d'avoir matérialisé les dimensions des vitrines au scotch et puis poser les objets les uns à côté des autres. Voilà. Oui, donc effectivement, juste pour que vous compreniez, au niveau des phases d'études, on est à 4 ans de l'ouverture du musée, mais en fait, on a quand même des plans de la scénographie qui sont maintenant suffisamment précis. On a les meubles, on a les dimensions des meubles. Donc au point où nous en sommes, on travaille en fait avec des gabarits et on définit la sélection des objets directement à partir des gabarits. C'est pour ça que vous avez des scotch jaunes, c'est pour voir l'encombrement d'une vitrine. Et ça rejoint ce que disait Claudine tout à l'heure. Les objets qui sont sélectionnés à ce moment-là, effectivement, bénéficient des étiquettes orange fluo qu'on fait. Parce que maintenant, on ne veut plus les quitter de vue, on va s'en occuper jusqu'au musée. Donc on les sélectionne tout de suite. Donc ensuite, on passe à la partie qui est peut-être un petit peu plus spectaculaire, c'est le conditionnement. Donc on fabrique beaucoup de choses en interne. Il y a les caisses à claire-voie, comme vous pouvez le voir avec Luigi qui visse et revisse, et les caisses de transport qui sont sur le côté là pour les reliefs, à gauche de la photo de droite.
Ouais, ça c'est encore différent des MRT. Enfin voilà, c'est vraiment pour les 2D, les reliefs et donc on fait les caisses de transport comme ça les bloque, mais on peut les manipuler sans abîmer, altérer les côtés, et les faces. Donc voilà, on fait des tamponnages donc avec du bulle et des cartons pour les peintures. On met en boîte en carton neutre que vous connaissez peut-être, ces boîtes en carton un peu grisé qui sont en carton neutre, sans émanation chimique pour les arts graphiques. Et puis bien sûr, il y a les curveurs magnifiques, des petits objets archéologiques et de choroplastie et d'objets d'art. Voilà. Donc bien sûr, c'est du calage, c'est minutieux. Mais pour que chacun retrouve sa place. Et donc, l'idée a été comme les réserves avaient un peu de retard, et du coup, il y avait un peu de temps, un peu plus pour faire l'emballage. Et donc, l'idée a été faite quand les vitrines du futur musée Panoptique étaient prêtes et que la sélection était vraiment plus aboutie, eh bien, on faisait les curveurs, les bacs gérables selon ces vitrines. Donc, en fait, quand on va remplir la vitrine plus tard, la vitrine de céramique de la cuisine romaine, eh bien, on aura 2 bacs à amener, on saura lesquels amener. Donc, c'est là l'intérêt, en fait, le travail d'équipe et tout ce cheminement et ce protocole qui a été mis en place. C'est toujours toi, hein ? Oui, je sais. Donc la deuxième grosse partie, donc cette première partie que je vous ai présentée, ça y est, elle est, on peut dire, terminée. Il y aura toujours des petits trucs qu'on a oubliés forcément, comme toujours, mais en fait là, on va entamer la partie de transfert et redéploiement, puisque depuis hier, nous avons la mise à blanc de notre la marche à blanc de notre réserve, et donc du coup, on va pouvoir, si les transporteurs pour faire les hors normes sont prêts, on pourra commencer assez rapidement d'ici la fin de l'année. Donc, nous faisons appel à des transporteurs spécialisés pour la prise en charge des 83 œuvres hors normes. Donc, ces œuvres sont soit trop lourdes, soit trop grandes, des fois les deux, pour que l'on puisse les transférer en interne. Parce que nous, en fait, il faut rappeler, en fait, on n'est que 3 à la régie d'œuvre. Marion Paquet, qui est à Versailles aujourd'hui, pour le grand Horace Vernet, moi-même, et puis Luigi Federico, agent technique. Parce que nos 2 conservatrices, c'est pas qu'elles donnent pas un coup de main, mais c'est qu'en fait, elles ont plein d'autres trucs à faire sur le panoptique. Donc, en fait, on manque de bras, on manque de matériel de levage. Par exemple, la nacelle que vous aviez pu voir, eh bien, en fait, il n'y a aucun de nous qui ont le CACES pour le... Hein, ouais. Il n'y en a aucun qui ont le CACES pour l'utiliser. Ou encore, en fait, il faut avoir aussi un gros camion. Et nous, on n'a qu'un petit jumpy, donc on ne peut pas transporter donc tout ça, là, ce que je vous ai montré. Donc, alors, on a fait, pour le transfert du sarcophage d'1,5 tonne, on a fait appel à l'entreprise Fonti, mais on peut faire appel à d'autres entreprises en local. Et puis, le transfert de Bellérophon, voilà, c'est des choses qu'on peut faire en interne aussi. Mais... Les grosses choses, on fait appel quand même aux transporteurs spécialisés. Donc, nous, en interne, on va quand même déménager des cartons, des bacs, des caisses à claire-voie, des tamponnages, des gros éléments. Nous enchaînerons en février. Après, je pense, normalement, sur notre planning, c'est à partir de février jusqu'à fin juillet 2024. Et nous aurons sûrement fini de déménager nos objets dans les nouvelles réserves. Le redéploiement, donc c'est les collègues gestionnaires des collections comprendront parfaitement l'étendue du travail de cette année 2024 qui nous attend. Donc il s'agit de ranger tout le mobilier sur étagère selon l'adressage établi en amont. Donc, en fait, en effet, pour savoir le nombre d'étagères à acheter et à installer, il a fallu virtuellement mettre les bacs ou les palettes sur étagères. Donc, voilà, moi j'ai créé à gauche, vous pouvez voir, j'ai créé sur le tableau Excel, oui, parce que j'ai pas d'autre logiciel, en fait, un visuel qui reprend les dimensions d'un rack à palettes.
Et puis après, j'ai pris toutes mes palettes qu'on a listées, où on a mesuré la hauteur, puis les dimensions et le poids. Et je les ai catégorisées et après, je les ai rangées virtuellement sur mes racks selon le poids, la taille. Donc, moi, je suis très contente. À droite, vous pouvez voir nos nouvelles réserves et nos nouveaux racks à palettes qui n'attendent que d'être remplis. Donc, voilà. J'ai terminé, tu peux y aller. Bon, je vais conclure. C'est vrai que l'immense avantage de ces futures réserves, ou de ces nouvelles réserves, puisque effectivement, Claudine a dit, la marche à blanc a commencé. Je ne suis pas sûre que ça parle à tout le monde. Ça veut dire que le bâtiment est à peu près terminé. On a lancé les souffleries, traitement de l'air, etc., pour que le bâtiment, petit à petit, se tempère. Et donc, les collections vont pouvoir arriver bientôt. Leur gros avantage, c'est donc qu'on va vraiment avoir un lieu centralisé sur Autun pour l'ensemble des collections et du musée et toutes les collections archéologiques issues de fouilles. Donc on va avoir cette fois un lieu de travail avec des rangements normalisés, des espaces pour accueillir des chercheurs, pour travailler nous-mêmes. Bref, ça va être quand même bien, non seulement évidemment pour le confort des équipes, mais je pense vraiment pour la manière dont on gère ces collections, dont on peut travailler sur la manière de travailler sur les collections archéologiques, etc. Enfin, je pense que ça va vraiment améliorer le travail de tout le monde. Voilà. Alors, en cas d'assoupissement, j'ai un truc qui marche assez bien, c'est de se serrer très fort le bout du doigt. Je vous le dis comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, une fois que les objets sont arrivés en réserve, en fait, là, ça va quand même être le gros du travail. On va les transférer dans ces réserves. On va avoir un gros travail de redéploiement, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va faire un petit peu entonnoir, ça va arriver dans ces réserves, et puis l'équipe de régie va progressivement les ranger et les localiser dans ces grandes réserves. De notre côté, pour le panoptique, eh bien, on continue de travailler sur ces collections. C'est bien pour ça qu'on les a vraiment identifiées. Notamment, le travail qui va commencer très en amont, c'est ce qu'on appelle le soclage, c'est-à-dire ces petites tiges de métal notamment qui permettent de tenir l'objet dans sa vitrine pour pas simplement poser une pièce au fond d'une vitrine, mais avoir quelque chose d'un peu mis en valeur. Alors, ça peut être une petite tige pour un petit objet ou ça peut être des très gros supports pour des très grosses sculptures. En tout cas, on estime avoir peut-être quelque chose comme 800 œuvres à socler pour le panoptique. C'est un travail qui est très très long, c'est fait évidemment œuvre par œuvre, à chaque fois aux dimensions exactes. Donc ce travail de soclage, il va commencer en amont et on va préparer comme ça des centaines de petits socles pour chacune de ces pièces. Donc là, je vous ai donné un exemple de soclage qui a été fait pour l'exposition D'un monde à l'autre en 2022. Voilà, c'était un ensemble de fibules. À gauche, c'est bien à gauche, oui, les fibules militaires qui étaient étiquetées et puis la manière dont ces petites griffes permettent comme ça de les séparer du fond de la vitrine. Puis va venir l'installation, donc ça, des réceptions du futur musée panoptique. Après un minimum de marche à blanc, là encore, on doit pouvoir normalement installer les collections une fois que la scénographie est en place. Donc installation des œuvres. Donc là, pour le moment, on a des visuels qui sont très sommaires. On est en phase d'étude intermédiaire, donc les photos, enfin les visuels ne sont pas forcément hyper réalistes, c'est pas fait pour. Et puis un travail qui est très long et qui est très très important pour un musée, c'est la mise en lumière. Alors sur cette image-là, il n'y a pas du tout de mise en lumière, c'est une 3D. Bon, voilà, là encore, une photo de l'exposition D'un monde à l'autre en 2022, peut-être pour vous donner une petite idée de ce qu'apporte aussi une belle mise en lumière sur des objets dans un musée. C'est vrai que tant que cette mise en lumière n'est pas faite, le musée est encore relativement plat. Donc voilà en fait comment on va utiliser les 4 années qui viennent et qui séparent de l'ouverture du musée. C'est vrai que c'est une très longue période, mais vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, tant du côté de l'archéologie que de l'architecture, que des collections et du projet. Et j'ai terminé. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui. Merci pour cette présentation. J'avais une remarque et une question. Déjà, la remarque, c'est l'occasion en fait aussi pour vous remercier parce que nous, on a eu l'occasion de découvrir une super équipe qui accomplit un énorme travail. Donc, c'est toujours bien de le dire parce que voilà. Et ensuite, je trouve que c'est vraiment génial déjà pour nous parce que de voir ce que vous faites parce que c'est l'accomplissement un petit peu le bout du chemin pour tout ce mobilier archéologique en partie.
Et puis ça vous a permis, vous aussi, peut-être de voir un petit peu plus ce qui se passe dans une fouille et comment les objets sortent avant que vous les ayez entre vos mains. Et ensuite, ma petite question, c'était sur ce... Quelle a été votre... c'est peut-être une question épineuse. Hein. Quel a été votre... est-ce que vous avez, votre rôle sur les parcours scénographiques, et est-ce que vous pouvez revenir dessus? Et aussi, vous élaborez des vitrines, mais est-ce que vous pourrez aussi revenir sur ces vitrines une fois que vous les aurez élaborées, que vous les aurez mis en... Ouais, parce que... Donc on a 1 heure, c'est ça? Non. Non. Alors, le parcours muséographique, on l'a conçu avant même qu'il y ait le concours d'architecte, en fait. On l'a conçu au moment du programme. Donc, le parcours muséographique, la première trame sur laquelle on a travaillé avec le conseil scientifique, et notamment les collègues archéologues, entre autres, il faisait partie du cahier des charges des architectes quand ils ont concouru. Voilà, donc on savait déjà qu'on voulait visiter la prison, on savait déjà qu'on voulait un parcours chronologique sur Autun, on savait déjà qu'on voulait présenter à part les collections Beaux-Arts hors autunoises, par exemple. Donc c'est nous qui avons conçu ce parcours. Ensuite, les scénographes qui sont associés aux architectes nous ont fait une contre-proposition ou une proposition d'adaptation, de mise en espace. Et depuis, donc ça c'était en 2020, depuis on fait des phases régulières avec des étapes de validation où ils nous font leurs propositions, on leur dit bah, ça oui, ça non, on retravaille. Et en fait c'est un aller-retour, je veux dire pas tout à fait permanent, mais cyclique avec les scénographes. Maintenant c'est vrai qu'on arrive à une étape du travail où grosso modo on ne va pas changer le parcours maintenant. C'est évident que si j'arrive, déjà ça m'arrangerait que vous ne trouviez pas une nouvelle mosaïque énorme maintenant, ça ne tient plus. Mais même, voilà, on ne va pas avoir un gros changement de cap sur le projet muséographique. C'est pour ça qu'on a des tailles de vitrine, par exemple. Eux ont défini des tailles de vitrine. Et maintenant, à ce stade, nous, on s'engage à tenir dans le mobilier qu'ils ont conçu après différents échanges. Voilà. Après, il y a des œuvres qui sont prévues en roulement, par contre. Oui. Enfin voilà, donc le musée n'est pas complètement fixe. Voilà, il y a des peintures, elles ont 1 ou 2 autres peintures qui peuvent être, enfin voilà, on peut les échanger. Et donc sur la même simèse avec à peu près les mêmes dimensions qui correspond au synopsis aussi de la salle. J'aurais une question aussi. Si jamais, par hasard, un très gros site plus ancien que l'Antiquité sorte sur Autun, vous le mettez où? Juste, j'ai pas identifié qui posait la question. C'est moi. Ah, c'est toi, c'est pour ça que je te vois pas. Alors, en fait, on a déjà des collections qui sont antérieures à Auguste Dunum. Donc, en fait, il y a eu un choix muséographique là qui a été fait, qui a été, en termes de parcours de collection, de démarrer avec la Fondation augustéenne. Donc, c'est un choix, on va dire, assumé, parce qu'on tenait aussi à Tulle avec Bibracte pour la période précédente. Et on a convenu que, si on regarde du matériel qu'on avait à présenter, on allait plutôt parler de l'histoire antérieure à Auguste Dunum dans des dispositifs de médiation plutôt multimédia qui vont se trouver dans les espaces, notamment au niveau supérieur de la prison. Je n'ai pas développé le parcours. Donc cette partie Auguste Dunum avant, enfin, ou plutôt Autun avant Auguste Dunum, est plutôt évoquée en mode introduction. Mais c'est vrai que le parcours des collections, on a fait ce choix de le commencer à la période antique. Merci. Y a-t-il d'autres questions? J'avais une question sur des problématiques plutôt actuelles. Est-ce que vous avez prévu des parcours adaptés à des publics, par exemple malentendants, malvoyants ou à mobilité réduite dans le musée? Donc ça fait plein de publics différents. Le musée est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Ça, c'était de toute façon une obligation absolue. C'était quand même une des raisons majeures des travaux. On est en train de préparer un parcours enfant. Ceci étant, on ne veut pas avoir une multiplication d'éléments de cartels, de panneaux dans tous les sens pour les X publics différents qu'on va avoir. Donc, c'est un subtil dosage. Malgré tout, il s'agit d'avoir une muséographie et des éléments de médiation qui soient autant que possible accessibles à tout le monde. Voilà, facile d'accès. Il y a quand même un parcours enfant qui est en réflexion, enfin qui va, je pense, vraiment prendre forme. Et au niveau des autres handicaps,
Je pense qu'au niveau du handicap sonore, c'est clair qu'il y a des choses qui vont être faites, comme des boucles magnétiques, des éléments de ce style. Le handicap visuel est plus compliqué à faire de manière permanente dans un parcours, parce que dès qu'on attaque des choses comme le braille ou les plans thermorelief, etc., ça prend une place folle. Et ça vieillit en plus assez mal. Donc je pense qu'on va travailler d'abord sur des propositions d'accueil spécifiques dans le cadre de visites guidées avec des éléments de médiation. Mais on va se faire accompagner de toute façon par le comité départemental du tourisme et on va essayer de travailler avec le label Tourisme et Handicap pour ça. Merci. Encore une question rapide, sinon on passe à la communication suivante. Bon, eh ben, merci mesdames. Et courage pour la suite. Le plus dur est fait. Ouais. Oh là. On a les sous. Donc maintenant, j'appelle Loïc Androuin pour sa communication sur la choroplastie à haute